Eduardo Riancipel, bonjour. Merci d'être avec nous. On est à 40 jours des municipales, du premier tour des municipales, dans un climat qui n'est pas très bon et un pouvoir impopulaire. Qu'est-ce qu'il faut redouter le plus pour vous, le vote de sanction ou l'abstention de vos électeurs ? C'est souvent la même chose. Et c'est vrai que pour le pouvoir en place, les élections intermédiaires ne sont jamais un succès. C'est toujours difficile. Depuis 1977. Mais moi, je ne pars pas l'esprit défaitiste. Je pars toujours pour gagner, je pars toujours pour convaincre. Et nous ferons les comptes les 23 et 30 mars. Mais vous avez raison. Je crois que l'ennemi principal de la gauche et des socialistes en particulier, c'est l'abstention. C'est la raison pour laquelle il faut mener des campagnes de mobilisation, à les convaincre sur les enjeux locaux, l'avenir de chacune de nos communes, parce que c'est ça qui intéresse les Français, c'est ce qui intéresse les habitants de ma circonscription, quand je fais du porte-à-porte avec mes amis dans ma ville à Torcy. Ce dont on me parle, ce sont des sujets locaux. Il faut mener des campagnes locales et lutter bien entendu contre l'abstention en mobilisant son électorat. En tous les cas, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, lui, pense qu'il y aura beaucoup de succès pour vous au municipal et même, a-t-il dit, des conquêtes. Est-ce qu'il ne serait pas un petit peu trop optimiste, le président, pas le président, le Premier ministre ? Je ne crois pas, il a raison d'être optimiste, il a raison d'être volontaire. Et c'est vrai qu'il y aura des conquêtes pour les socialistes dans cette Vous voyez de quelle ville, par exemple ? Je peux penser à un certain nombre de villes, pourquoi pas Marseille, par exemple. Je pense que les conditions de la victoire sont possibles. Elle ne sera pas facile, ce n'est pas écrit à l'avance, mais elle est possible. Et donc, il faut aller la chercher. Vous savez, le plus important dans une campagne municipale, c'est de convaincre les gens qu'une politique de gauche avec des majorités de gauche au plan local, ce n'est pas la même chose que des villes dirigées avec des majorités de droite. Et de ce point de vue, je crois que le PS en général et des majorités de gauche aussi sont bien implantées, sont identifiées par les gens. Ce sont des politiques qui ont une autre vision de l'urbanisme, une autre vision de la politique éducative, par exemple. Il y a plus de politique éducative dans les villes à majorité de gauche que dans les villes à majorité de droite. On pense l'urbanisme différemment, on pense le vivre ensemble différemment. Nous avons déjà fait nos preuves et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez une majorité des collectivités en France, que ce soit les communes, les départements ou les régions, qui sont dirigées par des majorités de gauche. Et c'est cet esprit-là qu'il faut, je crois, développer à l'occasion des élections municipales. Vous avez fait vos preuves, mais ça reste encore à prouver pour ce qui est du gouvernement. Julien Drey, que vous critiquez dans le Figaro d'hier, dans un billet publié jeudi sur son blog, parle de nuages qui s'amoncellent et demande de clarifier les objectifs gouvernementaux. Est-ce que vous estimez que les objectifs gouvernementaux sont clairs ? Oui, le cap, il est clair. Puisque tout doit être fait pour redresser le pays sur le plan des finances publiques comme sur le plan économique, avec l'appareil productif qui doit être lui aussi modernisé. Aujourd'hui, nous avons sur la table le pacte de responsabilité qu'a lancé le président de la République depuis le début de l'année et qui, à mon avis, doit occuper l'essentiel du débat public. Tout le monde aujourd'hui doit se concentrer sur la réussite du pacte de responsabilité. Toutes les forces vives de la nation doivent y contribuer, les partenaires sociaux, patronat, représentants des salariés, mais aussi les partis politiques. Le PS a pris l'initiative avec Harlem Désir et l'ensemble de la direction, l'ensemble du Parti socialiste, pour faire des propositions. Nous allons bientôt les faire connaître, c'est-à-dire que nous sommes force de proposition, nous sommes actifs, nous ne sommes pas passifs dans ce débat, et j'attends de ce point de vue que les autres formations politiques du pays puissent aussi faire des propositions pour qu'on les confronte dans le débat public. On ne peut pas leur reprocher de ne pas faire de propositions, vous pouvez ne pas être d'accord avec ces propositions. L'UMP n'a aucune proposition à ce jour sur le pacte de responsabilité, ils n'ont rien dit jusqu'à présent. Sur l'économique et le social, l'UMP a des propositions. Mais qu'ils les fassent connaître alors, parce que honnêtement, sur le pacte de responsabilité, on ne sait rien sur les contreparties qu'ils veulent, comment est-ce qu'ils voient aussi la baisse des charges, à part les 130 milliards d'euros proposés de manière inconséquente par M. Copé, votre pacte on ne connaît de rien. Responsabilité et qu'ils acceptent de proposer des contreparties. Ce n'est pas tout à fait leur vision. Je ne suis pas l'avocate évidemment de l'UMP, mais j'expose ce qu'ils proposent actuellement. Ce pacte de responsabilité, ils n'y croient pas. Les contreparties, ils estiment que ce n'est pas à eux de les proposer. Enfin bon, on ne va pas faire toute la séquence sur en réalité, ils ont plusieurs lignes. Là, vous touchez du doigt, vous avez raison, l'inconstance et les divisions au sein de l'UMP, puisque
M. Raffarin a dit que c'était une bonne chose. Bruno Le Maire, je l'ai entendu dire chiche, c'est intéressant, mais j'attends de voir ce qu'il y a dedans. François Baroin a dit que c'était la bonne démarche. D'autres l'ont dit que c'était la mauvaise. Bref, l'UMP est désunie, non pas de colonne vertébrale, pas d'unité, et donc sont à la rue. Ce qu'on leur demande, c'est de clarifier leur position collective. Est-ce qu'ils sont pour, est-ce qu'ils sont contre, et surtout, est-ce qu'ils veulent faire des propositions ? Bon, alors on va revenir à Julien Drey, ce qu'il disait sur son blog. Selon ses proches, ce que veut Julien Drey, c'est un changement de gouvernement, voire même de Premier ministre. Est-ce qu'à votre avis, il va trop loin, Monsieur Drey ? Est-ce que vous partagez son avis que à 5 semaines des élections municipales, il faut vraiment faire un effort, il faut prendre une initiative, comme il le dit lui-même. Je voudrais avoir votre opinion là-dessus. On a bien compris que vous êtes plutôt optimiste et que vous croyez que tout ira bien pour les municipales, mais enfin, c'est pas la vie. Vous n'avez pas dit ça, mais c'est un petit peu comme ce que vous avez dit. Vous êtes très prudent, mais vous avez quand même été très optimiste, pourquoi pas, hein, très attentif à l'abstention, qui est un vrai danger pour la gauche. Lui, il dit qu'il va y avoir des problèmes pour le PS et qu'il faut prendre une initiative, et cette initiative, ça pourrait être un remaniement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, j'écoute toujours Julien Drey, qui fait toujours de très bonnes analyses politiques. Il faut toujours écouter Julien Drey de ce point de vue. Mais je crois que l'initiative, elle est déjà lancée. C'est le pacte de responsabilité. Et de ce point de vue, j'entends rien du côté de l'UMP, j'entends très peu du côté du centre, et j'entends aussi peu de choses des autres partenaires de la gauche. Mais s'agissant de l'UMP, on peut le dire, hein, sur le plan des idées, ils sont à poil, sans aucun mauvais jeu de mots. Et je crois que c'est important qu'on ait aussi tous les partis politiques qui fassent des propositions, même si on n'est pas d'accord sur tout. Il faut faire vivre le débat, poser les choses sur la table, et ensuite nous trancherons dans le bon sens. Donc sur l'UMP, mais pour revenir ah, sur votre question s'agissant du remaniement. Je crois que de toute façon, on peut faire tous les commentaires qu'on veut. C'est le pouvoir inaliénable et absolu du président de la République. Et je ne crois pas qu'à quelques semaines des municipales, il faut qu'on sorte de la concentration de ces enjeux. Il faut qu'on reste sur cette grande initiative qu'est le pacte, parce que c'est ça la priorité. Redresser l'économie, redresser le pays par un grand compromis historique, économique et social à la fois. Alors vous venez de nous dire, sur le plan des idées, à poil l'UMP, c'est ce que vous venez de nous dire, sans mauvais jeu de mots, comme vous dites. L'UMP sont totalement à poil sur le plan des idées. Ils n'ont rien à proposer. Et même on entend différents sons de cloche. Enfin, on pourrait quand même attendre mieux d'un parti d'opposition qui se réclame non seulement encore républicain, même si on peut douter, et qui souhaite un jour représenter une alternative. Franchement, ils ne sont pas à la hauteur du débat. Il ferait mieux de faire des propositions. Quand vous dites on peut douter de leur républicanisme, il ne faut pas exagérer. Quand on entend certains tendre de plus en plus vers le Front National, M. Fillon qui tortille tous les 4 matins à hésiter entre le Front National ou un socialiste au second tour, je suis pas sûr qu'on puisse faire vous laisser dire des ça. Propositions qui vont dans le sens de l'extrémisation de leur propre parti. Je crains malheureusement qu'ils soient sur le mauvais chemin et qu'ils brouillent la piste de leurs propres électeurs. Alors, vous parliez du gouvernement, de l'opposition qui est à poil. Il y a le pacte de responsabilité, mais il y a aussi les débats sociétaux qui ont agacé l'opinion. Est-ce que vous reconnaissez une déception de vos électeurs, et qu'est-ce que vous pensez de cette polémique autour du genre et de ces livres jeunesse qui ont fait débat toute la semaine ? Je crois que là-dessus, c'est une très mauvaise polémique lancée par des malfaisants qui ont cherché, à travers la rumeur, à travers la politique de la peur, à instaurer un climat de panique dans le pays. C'est totalement irresponsable. Ils ont dénaturé les propositions que nous allons faire sur la famille. Ils ont dénaturé notre politique d'égalité dans l'école, en suscitant la rumeur à travers cette théorie du genre, à travers d'autres mensonges. On allait même apprendre la masturbation à l'école à des enfants de 3 ans. Enfin, on était dans le grand n'importe quoi. On était face à des manipulateurs plutôt qu'à des gens qui cherchaient la vérité. Ce sont les stratégies des démagogues qui font peur aux Français. Tout ça pour chercher à délégitimer le pouvoir du président de la République élu par les Français et celui de notre majorité. Je veux le dire une chose très simple. Excusez-moi, juste un point. Quand vous dites les propositions que nous allions faire ou que nous allons faire sur la famille, ça veut dire que vous les avez remisées, mais que vous allez les ressortir après, absolument, telles quelles, après entendu, les municipales. Absolument, parce que d'abord ce texte n'était pas inscrit à l'ordre du jour, même avant que le Premier ministre n'annonce qu'il ne sera pas voté en
en 2014. Nous allons peut-être maintenant, à travers des propositions de loi, c'est-à-dire à l'initiative parlementaire et non pas du gouvernement, faire des propositions pour répondre à des problèmes liés à l'adoption, au statut des beaux-parents, répondre à des questions aussi liées aux familles monoparentales. Ça intéresse des centaines de milliers de familles françaises et on n'a pas le droit de prendre en otage ce débat pour améliorer la réalité des familles françaises par des gens qui ont une vision d'une seule famille. Enfin, les gens de la Manif pour tous et tous ces excités qu'on a vus ici ou là, ils veulent confisquer la famille. Enfin, de quel droit ? De quel droit la famille ne serait que leur vision? Il y a différentes formes de famille en France et nous respectons et nous favorisons toutes les formes de famille, y compris la leur d'ailleurs. Il n'y a pas de raison qu'ils soient stigmatisés, mais ils n'ont pas le droit de dire que leur modèle familial doit être celui de tous les Français. Il y a des familles monoparentales. Dans les manifs, je ne suis pas sûr qu'il y avait que des excités. Non, c'est vrai. Vous ne pouvez pas dire ça, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont manifesté qui n'étaient pas excités. Je suis d'accord. D'ailleurs, la manifestation, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas confondre la manifestation où on a vu les nazis redescendre dans la rue avec les fascistes et les antisémites, avec bien entendu les gens de la Manif pour tous qui ont défilé dans le calme et dans la sérénité cette fois-ci, c'est vrai, mais il y a des idées qu'ils portent dans certains franges de ce mouvement qui ne sont pas des idées de tolérance, contrairement à ce qu'on peut le croire. Je demande de la tolérance parce que nous tolérons, nous acceptons leur vision des choses, mais ils n'ont pas à l'imposer à toute la France. Pardon, que vous acceptiez et que vous tolériez la famille classique. Mais attendez, vous avez entendu comme moi les slogans dans la Manif pour tous. On nous accusait de détruire la famille, de ne pas aimer la famille. Mais de quel droit ces gens-là disaient que nous n'aimions pas la famille? Monsieur Riancipel, pour en revenir à ce projet de loi sur la famille, vous dites on va le ressortir après les municipales. Ça donne quand même un petit peu l'impression que vous avez eu peur et que vous êtes dit, mon Dieu, pour les municipales, on va quand même pas prendre le risque de perdre des voix avec cette loi. On va la présenter après les élections. Et on a quand même l'impression d'une reculade de votre part. Je comprends que ça peut donner ce sentiment, mais je crois que c'était beaucoup plus simple que cela, puisque ce texte et ces propositions étaient dénaturés, manipulés, instrumentalisés, comme d'ailleurs avait été le mariage pour tous, et que nous voulons apaiser et pas exciter le débat public. Je pense que le gouvernement a été sage et responsable de retirer momentanément ce texte pour permettre un retour au calme, plus de sérénité et qu'on aborde ces questions avec de la rationalité et un tout petit peu moins de passion. Je crois que c'était sage et responsable. On peut voir ça comme on veut, mettre les mots qu'on veut. De temps en temps, il est important de pouvoir prendre son temps pour réussir et pour reculer, pour mieux rebondir, comme l'on dit. Alors, je vais revenir sur l'ouvrage décrié par monsieur Jean-François Copé, Tous à poil. C'était un ouvrage qui était répertorié comme outil pédagogique conseillé par le site l'APCD de l'égalité. Or, aujourd'hui, il ne fait plus partie des livres, au même titre que d'autres livres d'ailleurs, considérés comme outil pédagogique. Est-ce que c'est une reculade de votre part ? Non mais franchement, vous croyez que c'est ce qu'attendent les Français de nous, de débattre d'un livre tous à poil simplement parce pourquoi que vous l'avez retiré? Monsieur Copé, il faut demander à ceux qui sont en charge du site en question. Moi, je ne connais pas cette histoire. Ce que je connais, c'est qu'il faut arrêter de faire des faux débats dans le pays, quoi. Enfin, on est en train d'infantiliser le débat public. On a l'impression que tout et n'importe quoi peut être dit sur les chaînes et les radios d'information. Il faut qu'on revienne quand même à un peu de dignité dans le débat public. Soyons un peu adultes, quoi. Hein. Et puis, quelques-uns aujourd'hui demandent même qu'on retire des bouquins des bibliothèques. Franchement, je dois le dire, ça fait un peu mauvais genre. Mais qui a demandé qu'on retire des bouquins des bibliothèques? J'ai entendu dire qu'on voulait retirer des bouquins ici ou là des bibliothèques. Non, je sais qu'on a accusé monsieur Copé d'avoir demandé ça, mais franchement, il ne l'a pas demandé. Il n'a pas demandé qu'on retire les livres des bibliothèques. Tant mieux, parce que je crois que ce n'est pas une bonne attitude dans un pays démocratique où on a connu d'autres mauvaises périodes où les livres étaient interdits. Alors, on va parler, monsieur Eduardo Riancipel, de la votation suisse sur l'immigration qui a suscité pas mal de réactions en Europe, mais disons que c'était quand même, c'est resté un peu soft. Est-ce que vous ne redoutez pas que d'autres pays fassent la même chose que la Suisse? Oui, ce référendum suisse sur l'immigration avait été proposé, il faut le dire, par un parti politique suisse d'extrême droite et populiste,
il a recueilli une très très petite minorité à 50,3%. Une petite majorité. Pardon, une petite majorité, vous avez raison. Je prends hélas là mes désirs pour des réalités, mais vous avez raison, une petite majorité de 50,3%, mais c'est quand même une majorité et donc il faut la respecter. Mais elle est terrible. Parce que là encore, j'ai le sentiment que nos concitoyens, nos amis suisses plutôt, votent sur un certain nombre de fantasmes. Et en France, malheureusement, des partis politiques, le Front National et même l'UMP, et cette fois-ci, l'UMP, M. Estrosi, a précédé Mme Le Pen sur la proposition de faire le même référendum sur l'immigration en France. Pour la première fois, j'ai l'impression, l'UMP précède le Front National sur des propositions qui sont du Front National. Il faut qu'on cesse cette obsession de l'immigration en France. Il faut qu'on traite l'immigration de manière rationnelle, comme une politique publique, comme une autre. Nous sommes favorables, et je suis favorable, à ce que nous soyons dans la régulation et la maîtrise de la politique migratoire. C'est tout à fait naturel que l'on maîtrise les flux migratoires, c'est la responsabilité des États, mais cessons d'instrumentaliser les sujets. Vous voyez, on instrumentalise la politique d'égalité à l'école, on instrumentalise la politique familiale, on instrumentalise aujourd'hui cette affaire de l'immigration. La droite et l'extrême droite sont des stratégies de manipulation et non pas dans des stratégies crédibles de responsabilité d'État, simplement parce qu'ils préfèrent leurs intérêts partisans aux intérêts généraux de la France. Il est temps qu'on cesse quand même d'être dans des petits débats stériles qui ne servent pas les Français, qui se détournent de la politique quand ils entendent un niveau aussi bas de leurs responsables politiques. Est-ce qu'on peut dire que les Suisses sont en train de quitter Schengen ? Je pense qu'ils font une erreur majeure. Donc je ne sais pas s'ils vont quitter Schengen, mais il est vrai que la politique au plan européen d'immigration doit être quelque chose qui doit être renforcé. Ça pourra donner des idées la France, aux autres pays. En tous les cas, il va y avoir une réflexion. Il faut une réponse Schengen européenne pour une politique d'immigration concertée entre les différents pays européens. Ça, c'est vrai. Et le président de la République, François Hollande, l'a dit, il faut que l'Europe, l'Union européenne, maîtrise mieux ses frontières extérieures. Ça, c'est une réalité. Il ne faut pas faire semblant. Donc il faut une réflexion sur Schengen ? Il faut une réflexion sur la politique d'immigration et migratoire européenne. Ne serait-ce que parce qu'à un moment donné, il faudra aussi de l'immigration en Europe en raison de la démographie qui décline. Nous avons la chance en France d'avoir une démographie en bonne santé. Mais nous avons besoin de maîtriser nos frontières extérieures en Europe. C'est vrai, il suffit de regarder ce qui s'est passé à Lampedusa récemment. Mais on ne peut pas le traiter avec l'ignominie après laquelle traite le Front National cette question et, je dirais, la démagogie dans laquelle est en train de tomber l'UMP sur ces questions d'immigration. C'est irresponsable. Ça ne règle pas les problèmes, ça attise les peurs et ça peut nous amener sur des terrains très glissants. Alors, le voyage en Amérique de François Hollande, ça a été un accueil grandiose, un voyage très réussi, si on met de côté le couac de M. Gattaz, une belle idylle en même temps entre les deux présidents à la veille de la Saint-Valentin. Mais concrètement, est-ce qu'il y a eu des résultats derrière ce voyage ? Évidemment qu'il y a eu des résultats. D'abord, nous renforçons nos relations avec nos partenaires et amis alliés américains. Il y a eu, je crois, des discussions extrêmement fortes sur le plan économique. Il y a eu des discussions très fortes sur les questions de défense et militaire, et en particulier sur les enjeux importants internationaux. Oui, c'est une réussite, ce voyage. Et je vais vous dire autre chose. C'était, à mon avis, deux présidents qui partageaient pour beaucoup une vision intelligente des affaires internationales et qui discutaient de souveraineté à souveraineté. Et quand je vois le traitement, le respect et aussi un peu l'admiration du président Barack Obama à l'égard du président François Hollande, j'espère que cette attitude de respect et peut-être même d'admiration du président Obama nous donnera peut-être plus de fierté ici en France sur la France, sur notre président. Je crois que ça devrait inspirer davantage beaucoup de commentateurs français et peut-être nous donner un autre refrain.
une autre image, un autre reflet de nous-mêmes, parce que la France, franchement, elle a souvent ce besoin un peu bizarre de s'auto-flageller, d'être dans la déprime systématique, dans cette attitude de morose tout le temps. Et je crois qu'on a le droit aussi d'être fier de ce que l'on est, de ce que l'on fait. Eh bien, ce voyage a au moins permis de voir que le président américain regardait la France de manière très positive. Il y a même une étude, semble-t-il, faite par des Américains sur le plan économique qui montre que la France est une très bonne terre d'investissement. Alors, donc ça, pour le président Barack Obama, de le souligner. Mais M. Riancipel, on a quand même l'impression, comme le disait Shlomo, que Pierre Gattaz, le patron des patrons, hein, il a un petit peu gâché la fête en mettant en cause les contreparties du pacte de responsabilité. Oui, vous avez raison. Hélas, M. Gattaz a commis, on peut le dire, une faute. Ses propos à l'étranger, aux États-Unis, en visite d'État, aux côtés du président de la République, dans une délégation officielle, était particulièrement déplacé. Bon, M. Gattaz est revenu dessus, ça veut dire que lui-même a compris qu'il avait commis une erreur, dont acte, c'est bien. J'espère que tout n'est pas gâché en raison de cela, et je souhaite maintenant qu'on se concentre sur l'essentiel, et que M. Gattaz se concentre sur l'essentiel pour ce qui le concerne, c'est-à-dire la réussite du pacte de responsabilité. Nous attendons donc de M. Gattaz et du MEDEF qu'ils fassent des propositions maintenant, concrètes, branche par branche, qui discutent avec les partenaires sociaux pour la réussite du pacte de responsabilité, pour que ce grand compromis historique sur le plan économique et social soit atteint dans les prochaines semaines. C'est ce qu'on attend du MEDEF et non pas des provocations comme il a pu faire. Il est revenu directement des États-Unis, dont acte, maintenant qu'on avance sans aucun autre type de provocation. Monsieur le député, sur un tout autre sujet, la Centrafrique, le président Hollande avait dit lors de l'opération, du lancement de l'opération en décembre, que ce serait rapide. Eh bien, vendredi, le ministre de la Défense, M. Le Drian, nous a dit que ce serait au contraire plus long que prévu, et on envoie 400 soldats de plus. Alors, est-ce qu'on est en train de s'embourber ? Non, nous sommes en train d'assumer nos responsabilités. Et je suis membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Je suis cette question de très près. Et je veux d'abord saluer nos hommes qui sont engagés aujourd'hui en Centrafrique et partout où ils sont engagés aujourd'hui dans le monde, parce qu'ils mènent un travail remarquable, difficile, pour stabiliser ce pays qui était au bord de massacres interreligieux abominables. Il y a des charniers que l'on découvre ici ou là. Et il est temps aussi que l'Union européenne prenne peut-être un peu plus de responsabilités, mais le président de la République y veille, et que surtout les Nations Unies maintenant accélèrent le processus de la force de l'ONU qui doit être là-bas maintenant pour tout simplement stabiliser et prendre la suite, la fameuse MISCA. Si nous avons décidé d'envoyer 400 hommes supplémentaires, c'est parce qu'il y en avait besoin. Donc c'est bien que la France soit en capacité de le faire, et je constate à cet égard encore une fois que le président Obama avait salué la grande responsabilité du président français dans cette affaire de la Centrafrique, comme dans d'autres affaires au Sahel et au Mali en particulier. Mais c'est important que la France prenne ses responsabilités. Il faut que les consciences s'éveillent sur ce qui se passe en Afrique. Là, c'est la Centrafrique. Elle concerne la sécurité et la paix du continent africain, bien sûr, mais elle concerne la sécurité et la paix aussi de notre continent. Mais on a les moyens de faire tout cela, ça coûte Oui, très nous cher. avons les moyens, ça coûte ce que ça doit coûter, mais nous avons d'ailleurs permis que le budget de la défense par la loi de programmation militaire ait les moyens de permettre à la France, avec son armée, d'intervenir quand c'est nécessaire, c'est-à-dire que nous avons l'autonomie, l'indépendance et la capacité d'entrer dans des conflits et surtout aussi de les stabiliser quand nécessaire. On a le droit d'être fiers aussi de cette capacité de l'armée française de répondre à ses propres responsabilités. Alors, on approche de la fin de l'émission avec la question MyBook sur vos lectures, mais juste avant, il y a un grand quotidien, le journal Libération, qui est en train de s'écrouler. C'est quand même le seul journal d'opinion à gauche. Ça n'est pas un mauvais signal pour la gauche ?
La presse, elle est en train de vivre une crise financière, une crise aussi, on va dire, existentielle, de modèle de presse, qui est difficile à prendre avec l'arrivée du numérique, qui est en train de remodeler, de refonder complètement votre métier, celui de la presse, et en particulier de la presse écrite. J'espère que Libération sortira de ces difficultés du moment. Je n'ai pas vocation à m'immiscer dans l'indépendance et la liberté de la presse. Nous avons besoin de Libération, comme nous avons besoin de toute la presse. Et c'est un moment difficile, parce qu'il y a une véritable révolution avec les nouvelles technologies. Et la presse doit savoir se renouveler, savoir se projeter dans l'avenir. C'est toute la difficulté. Et en particulier pour la presse papier, écrite, quotidienne. J'en suis pleinement conscient, mais je souhaite qu'ils y arrivent parce que Libération a une place importante dans le débat public, dans la presse. Donc j'espère qu'ils vont réussir, mais je ne doute pas un instant qu'ils vont y arriver. Puisque nous parlons de presse, encore un mot. Comment vous avez trouvé le numéro cette semaine du Point sur les sous-doués avec Jean-Marc Ayron en couverture ? Oui, voilà, c'est la presse qui se pipolise, la tendance à la pipolisation ou à la tabloïdisation de la presse écrite, hebdomadaire en particulier. Il faut toujours mettre des titres qui frappent pour vendre du papier. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'attirer le lecteur. Ce sont des stratégies à très court terme. Alors, nous terminons sur la question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information littéraire. Et en partenariat avec ce site, nous vous posons la question, quel est votre livre de chevet ? Quel livre lisez-vous en ce moment ? Alors, je lis un livre que j'ai acheté la semaine dernière. Je suis tombé sur lui devant une vitrine d'une librairie. Et c'est tout simplement un classique. C'est une anthologie de Gramsci, guerre de mouvement, guerre de position, qui est édité à La Fabrique. Voilà, je trouve que c'est d'actualité. C'est un recueil anthologique de ces cahiers de prison qui font plus de 1000 pages. Donc là, il y a une belle édition à La Fabrique, commentée. Donc, guerre de mouvement, guerre de position par Antonio Gramsci. Merci Édouard Dorian-Sipel, député de Seine-et-Marne, porte-parole du Parti socialiste, qui était ce matin l'invité du grand entretien.